Tous les samedis à 1h de l'après-midi, Radio Métropole a présenté Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sous Focus Énergie, un pile spécialiste a discuté sur solutions que vous capotez sur problème énergétique pays. Public l'entouré doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi. Bonjour, mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à nouveau sur une émission de Focus Énergie, notre deuxième émission. À partir de maintenant, je vais omettre le numéro associé à l'émission, ce qui va supposer que nous avons dit ça, que nous commençons normal, nous représenter une option normale dans le panorama radiodiffusion dans le pays. Premier cadre, cycle d'intervention, nous avons choisi, avec premier invité nous l'autre jour, nous avons choisi pour nous parler de la filière du bois en Haïti, le besoin d'optimisation. Nous avons continué avec cycle d'intervention, ça, mais avec des options différentes, des sous-thèmes différents. Aujourd'hui, on a parlé d'alternatives à l'utilisation de bois de feu. Nous allons parler de GPL. Nous allons parler de, supposé GPL, puis vous me dites que c'est gaz de pétrole liquéfié. Nous allons parler du cadre global d'intervention pour le GPL. Et avec nous, pour en parler, nous avons un invité de marque, ingénieur, entrepreneur, consultant, qui travaille déjà sur la mise en place d'un cadre d'intervention sur le GPL. C'est M. Paolo Chilosi. Bonjour, Paolo. Bonjour, merci de m'avoir invité à la transmission. Bon, et Paolo, donc tu auras le temps, en fait, tu vas nous accompagner durant toute l'heure d'émission. Permettez-moi de continuer à présenter l'émission aujourd'hui, déroulement, et qui gens public là, qui a participé, là, ça n'a pas fait. D'abord, il faut que nous disions que nous gagnons une façon d'intervenir nous, pour partager réflexion par nous avec le programme là, c'est sous courrier électronique. Adresse électronique, non, c'est info.focusenergie@gmail.com. Donc là, où qu'a fait nous joindre, qui préoccupation énergétique ou gagner, qui sont à remettre nous traiter l'émission, de qui sont à remettre nous parler, qui concernait énergie, qui concernait préoccupation sous secteur. Nous avons un deuxième mode d'intervention, ou bien, m'a dit, de partage de réflexion avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est le compte Twitter. Nous, un compte Twitter, c'est @Focus Énergie HT. Là, nous avons non seulement après le sur compte Twitter ça, les réflexions qui se produisent dans l'élaboration de chacune de ces émissions, mais nous avons tout, un agenda, nous avons des informations que nous puisons par-ci, par-là, dans le monde de l'énergie, des préoccupations, parce que faut pas comprendre que ces sociétés, pas non seulement qui ont un problème énergétique, en pile l'autre pays gagne, même pays, soi-disant, beaucoup plus riche, beaucoup plus, entre parenthèses, développé que nous-mêmes, beaucoup plus pourvu en ressources que nous-mêmes, il y a un problème pas, il y a un problème de gestion, il y a un problème de maîtrise de consommation, parce que c'est pas gagner qui voulait dire pour gaspiller. Donc, nous avons utilisé compte Twitter ça pour nous joindre information. Ma profite de dire nous tout que nous avons joindre sous base de données aussi bien Alter Press que même dans le Nouvelliste, nous avons ces deux articles que
moi publié durant ces 10 dernières années. Là, mais nous font effort tout de recherche pour nous qui ça me qu'on dit ça fait 10 ans, 6 ans, 7 ans. Qui ça m'a dit qu'on y est là à travers l'émission ça? Qui ça t'est intéressé nous? Le nous te lit article si nous te li yo. Qui ça qu'a intéressé nous qu'on y en appli yo et qui gens nous qu'a partager avec émission ça n'a dit qu'on y est là. Bon, ceci dit, n'a rentré dans le cadre programme jodi là et m'a font petit rappel de quelques chiffres que nous t'ai commencé à parler pour nous permettre que l'invité jodi qu'a commencé à parler. L'autre jour avec interview invité de marque nous t'ai semaine dernière là, l'ingénieur Ludner Remaret, directeur général du bureau des mines et de l'énergie. Nous t'ai parlé de la filière du bois énergie. Nous t'ai parlé quelques chiffres. Ma pour reprendre chiffres ça yo pour nous cadrer intervention aujourd'hui. T'ai dit que d'après études par exemple du PNUE en 2010, t'ai dit nous que le bois de feu représentait près de 55% de la consommation énergétique des ménages en Haïti. Ou deuxième étude de SMAP, qui publie en 2007, te dit nous que entre 30 et 50 millions d'arbres sont coupés chaque année en Haïti, ce qui représente environ 5,4 millions de tonnes de bois. Et de cette quantité, 4 millions de tonnes servent comme bois de feu, 1,4 million transformés en charbon de bois, et ils avaient estimé à l'époque un stock de bois sur pied d'environ 26 millions de tonnes et avec un taux de croissance de 3,8%. Taux de croissance, ça, Fontaka essayer de comprendre, réfléchir sur lui pour nous, qui ça a supposé comme capacité de renouvellement de parcs forestiers nous gagnons. L'autre étude de CEPALC en 2005 qui t'a dit que, et nous t'a dit ça l'autre jour là tout, que si avec rythme d'exploitation, d'accord dit l'abus ou le mauvais usage dans la production de bois que nous gagnons et le paysage, nous avons fait une estimation de 7 ans pour nous finir détruire couverture végétale nous gagnons. Bon, il n'est pas détruit, ça veut dire que nous rendons compte que ce n'est pas une modification de comportement qui fait, c'est que nous prenons bois ça ailleurs, nous prenons et ça nous utilise, nous prenons l'autre côté. Et dernier point, et puis qu'on y a là, nous allons commencer à parler de programme aujourd'hui. Disons qu'il faut environ, ça sont études de CEPAL tout, de même année 2005 là, il faut environ 5,6 tonnes de bois pour produire 1 tonne de charbon. Donc, rendez-vous bien compte, messieurs, mesdames, que cela représente un rendement de 18% environ. En plus, je dis nous, donc c'est pas seulement prendre bois pour nous faire charbon, c'est que c'est pas seulement un rendement, c'est que quand il y a la utilisation bois ça, nous utiliser des instruments, les fours, qui gagnent une très faible efficacité, de 15 à 20%. Nous on qui réchaud utiliser, nous on l'utiliser bois pour nous faire manger, qui nous mettait wash, nous mettait en fait les foyers en fait à 3 wash, n'est-ce pas? Et l'autre jour nous t'ai dit tout que il y a un grand problème nous gain dans le pays en tout, c'est que nous avons pile monde qui vivent de filière de bois, 150 000 familles. Ça veut dire qu'environ 750 à 800 000 monde. Bon, si nous avons un problème avec l'utilisation du bois et nous utiliser comme énergie, faut que nous voyons solution. Faut que nous gagnons alternative. Et une alternative ça yo, relais GPL et moun qui plus connaît pas dire entre guillemets pour ne pas blesser susceptibilité l'autre monde qui doit supposer au puis savait tout dans le pays c'est invité jodi Paolo Kilosi. Paolo, on vient de parler un petit peu des problèmes que nous avons avec le bois en Haïti, l'utilisation énergétique du bois, et ce que je vais te tutoyer, Paolo, parce que je suppose qu'on est suffisamment, on a eu suffisamment de bonne amitié pour se tutoyer. Tu me permets?
Il n'y a pas de problème. Merci, Paolo. Bon, et si on a un problème, en fait, d'utilisation énergétique du bois, on utilise le GPL. Dresse pour nous, s'il te plaît, un tableau de ce cadrage du GPL que tu es en train de réaliser pour le compte du ministère, précise pour nous. Ministère du Commerce et de l'Industrie. Et de l'Industrie. Merci. Paolo, on t'écoute. Okay. Pour encadrer les problèmes, on a bien dit comme la surface des forêts en Haïti est en train de se réduire d'une façon très rapide. Une des études que tu as nommées, il dit aussi, il présente les données d'une façon différente, en disant qu'il y a une consommation, une demande des produits forestiers, toutes confondues, de 4,5 millions de tonnes par année, et la capacité de génération de bois en Haïti, c'est 500 000 tonnes par année. Ça veut dire qu'on consomme 10 fois plus de ça que les forêts il peut produire. En faisant ces calculs, on voit que tous les stocks de forêts qu'on a en Haïti, il va s'épuiser dans les prochains 3 ou 4 ans. Et ça, on peut le voir aussi du fait que le prix de la marmite augmente d'année en année. Je pense que l'année passée était 25 gouttes la marmite et maintenant il est à 30 gouttes la marmite. C'est un problème grave, pas seulement un problème d'environnement. C'est aussi un problème de sécurité énergétique et je dirais plus un problème de sécurité alimentaire. Parce qu'on peut bien avoir les pois et les riz, mais il faut les cuire. Excellent, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que sont les stratégies qui sont possibles dans la correction de ces problèmes? On a 3 grandes familles de solutions. La première, c'est diminuer la demande. La deuxième, c'est travailler à la reforestation. Et la troisième, c'est la répression, empêcher de couper les bois. Chacune de ces stratégies a des avantages et des avantages. Et je ne pense pas qu'il y a une stratégie seule qui puisse résoudre le problème, mais c'est harmoniser les 3 stratégies d'une façon intelligente, soit dans l'espace que dans le temps. Une petite seconde, permets-moi, Paolo. Je reprends un petit peu ce que tu viens de nous dire, en fait, comme la demande et l'offre de bois. Nous avons une demande, en fait, de 4,5 millions de tonnes par année et nous avons une offre de 500 000 tonnes et ce qui veut dire qu'il y a à combler, en fait, un déficit, en fait, en offre énergétique. Pour encadrer, en fait, ce problème, on parle de diminuer la demande. Donc, pour diminuer la demande, on peut agir soit sur l'efficacité, en fait, des instruments utilisés, ou bien, peut-être, d'autres comportements. Il y a un petit exemple très simple que je me souviens, que je vais lancer comme anecdote. Ça fait déjà 3 ans et demi, peut-être, c'était après le tremblement de terre. J'avais voulu, en collaborant avec une ONG barcelonaise de Barcelone, on avait voulu introduire les cuiseurs solaires paraboliques. Donc, on avait lancé en fait un séminaire de formation et d'offres à Miragouane. Et lorsque j'expliquais, par exemple, l'utilisation non seulement du cuiseur, le principe de fonctionnement du cuiseur solaire parabolique, mais l'utilisation pour, par exemple, faire cuire le pois, je leur disais que je réduisais quasiment à 60% le temps de cuisson en laissant tremper ces légumes, en fait, le pois, durant 10, 15, 20, 24 heures. Donc, ça veut dire non seulement il y a à travailler, à agir sur l'efficacité des instruments
des outils, en fait, des instruments utilisés, mais aussi sur un comportement dont on n'a pas fait mention. Ce qui veut dire qu'il y a une pédagogie de l'énergie qu'il faudrait quand même, ou bien une pédagogie, une culture, pas dans le sens de plantation, mais une culture de l'énergie à introduire adéquatement dans le pays. Je te continue après. OK. Et je suis pleinement d'accord avec toi, mais laisse-moi reprendre. Les 500 000 tonnes, ce n'est pas vraiment l'offre. Les 500 000 tonnes, c'est la quantité de bois qu'on peut couper chaque année sans que les stocks de forêt soient atteints. Okay. Et si on coupe plus vite de cette quantité, le stock de forêt va diminuer. Ça, c'est le premier concept. Deuxième, je suis bien d'accord avec toi. Je vais élaborer maintenant comment on peut diminuer la demande. Mm-hmm. Il y a 3 filières principales dans l'utilisation du bois. C'est la fabrication du charbon du bois, c'est l'utilisation du bois de feu et il y a les bois de construction. Ils ressemblent, et les calculs le démontrent, que la plus grande quantité, les 56% de l'utilisation du bois, c'est pour la fabrication du charbon du bois. Pour diminuer la demande, il y a plusieurs façons maintenant d'intervenir. Et on se concentre sur le charbon du bois. Selon les règles de Pareto, on va s'occuper de la partie qui nous donne plus de problèmes, que c'est le charbon de bois en ce moment. Mm-hmm. Diminuer la demande, on peut augmenter l'efficience de toute la filière, et de ça que tu as commencé à parler. On peut faire de la substitution avec d'autres produits renouvelables et on peut faire la substitution avec les produits pétroliers. Allons les examiner tous les 3. Pour augmenter l'efficience de l'utilisation du bois, naturellement, la première chose, c'est tremper les bois la nuit. Mais ça aussi donne des problèmes, on va en parler après. Surtout pour les marchands de rue qui ne savent pas où laisser les bois trempés. Absolument. Il y a 2 façons d'augmenter l'efficience. La première, en utilisant des réchauds qui donnent les mêmes résultats avec moins de charbon. La deuxième façon, c'est de transformer les bois en charbon d'une façon plus efficiente. Absolument. Je pense que l'État ou les organismes internationaux en général, ils ont déjà une politique pour augmenter l'efficience de la cuisson avec les réchauds améliorés. Les réchauds améliorés, ils donnent une augmentation d'efficience entre les 20 et 30%. Et si tout le monde utilisait les réchauds améliorés, on pourrait faire une économie dans l'écosystème global de 500 000 tonnes par année. Une petite seconde. Et tu viens de faire mention d'une notion qui s'appelle écosystème. Donc, continue. On en reparle après parce que pour moi, ça revêt une importance capitale. Continue et après, on en reprend. Vas-y. Mais pour des raisons culturelles, raisons économiques, raisons d'habitude, les réchauds améliorés ils ne sont pas utilisés dans la quantité qu'on devrait utiliser. La deuxième façon d'améliorer le rendement, c'est d'agir sur la carbonisation. Maintenant, pour produire 1 kg de charbon, on utilise 7,5 kg de bois. Ça, c'est une façon très inefficiente pour produire le charbon
pour la raison que la majorité du pouvoir calorifique du bois, il est dispersé dans l'atmosphère. Il existe de façon un petit peu plus industrielle, disons, artisanale, de produire le charbon en utilisant des fours en métal démontables, mais qui ne sont pas absolument utilisés en Haïti, ou bien même des fours avec des briques. Ça, si on utilisait cette façon de transformer le bois en charbon, pour toute la filière, on pourrait économiser 750 000 tonnes de bois par année. Ça sont les deux politiques qui pourraient faciliter l'efficience. Mais comme vous voyez, même si on utilise les deux au 100%, on ne va pas résoudre le problème parce que la consommation est supérieure. La deuxième classe de solutions, c'est de fabriquer le charbon, pas avec le bois, mais avec la biomasse. Pour le faire, il faut identifier qu'est-ce que sont les produits de la biomasse qu'on peut transformer. Par exemple, la paille du riz, la bagasse, les sorgho, pas les maïs, les produits du maïs. Et on peut utiliser aussi des produits de recyclage, comme les morceaux de bois, les feuilles sèches et beaucoup d'autres choses qui ont un pouvoir calorifique, et les transformer avec des petites usines en charbon vert. On appelle charbon vert parce que c'est du charbon qu'il est utilisé comme tout autre charbon de bois, mais il n'est pas fabriqué avec les bois. On a deux invitations pour continuer avec cette filière. Donc, on a une invitation pour l'un des fabricants de réchaud amélioré. Et on a aussi pensé, en fait, à inviter à des fabricants de briquettes de biomasse, aussi bien, en fait, de biomasse, disons, de cellulosique, de briquettes de papier, ou bien de déchets, ou bien de briquettes de paille, n'est-ce pas, de biomasse. Tout cela est pris en considération pour pouvoir analyser un petit peu toute la filière. C'est ce qu'on a dit avant. On intervient dans tout le cycle. Oui, continue, s'il te plaît. Bon, maintenant, on arrive aux produits de substitution à base de produits pétroliers. Là, il y a le propane. Le propane, c'est une des gaz de pétrole liquéfié. Il y a le kérosène et il y a le gaz naturel. Et c'est une solution rapide, économique, très pratique, mais qu'il a quand même des inconvénients. Le plus grand inconvénient de la conversion au JPL, c'est la pression sur la balance des paiements, parce que ce sont quand même des produits importés. Et la deuxième, les conséquences de la réduction du travail dans la filière du charbon. Mais quand même, on va parler surtout des avantages, en cherchant de construire une politique qui va minimiser les désavantages. Okay. Donc c'est normal, en fait, en réalité, toute modification dans une filière énergétique entraîne des impacts, et des impacts qui peuvent être en fait positifs ou négatifs, mais à tout moment, j'imagine qu'il faut essayer de minimiser en fait les impacts négatifs qui se produisent. Donc dans ce cas, il faut peut-être imaginer ou envisager, n'est-ce pas, Paolo, une conversion en fait rapide, même si on a le handicap économique, même si on a le handicap en fait, je ne dirais pas technologique parce que je crois que certaines mesures ont déjà été envisagées. Mais analysons là maintenant rapidement quel serait le meilleur avantage, en fait, le gros avantage pour Haïti de passer massivement au GPL. Paolo?
il y a le problème qu'il faut se poser combien de temps on a avant qu'on continue les inconvénients de l'utilisation du charbon de bois. Le premier inconvénient, c'est que le prix du charbon de la marmite va continuer à augmenter. La deuxième, et ça a un impact négatif sur la population. Il sera de plus en plus difficile de procurer le bois pour le transformer en charbon. Et on a le phénomène duquel on n'a pas parlé encore, de l'importation du charbon à partir de la République dominicaine. Ça, c'est un sujet en fait qu'on a abordé l'autre jour et qui suppose en fait d'un côté un marché illégal de quasiment 18 à 20 millions de dollars d'un côté, et deuxièmement, c'est le genre de conflit associé à ce type en fait de comportement, parce que sans le vouloir, je le dis de façon en fait naïve, sans le vouloir, on est en train de produire un impact négatif sur une politique énergétique différente de la nôtre, n'est-ce pas? Et on canalise, si vous voulez, on crée même sur un environnement partagé des impacts qui sont sérieusement négatifs. Donc là, on avait analysé l'autre jour, mais il reste encore à rentrer beaucoup plus. Il y a des articles qu'on a publiés sur le compte Twitter de Focus Energy, que je vous inviterai, en fait, j'inviterai aux auditeurs et auditrices à visiter, en fait, le site pour voir ce que nous avons publié sur ce site concernant justement ces problématiques que Paolo vient de souligner. Continue, Paolo, s'il te plaît. OK. Alors, la politique qui, d'après moi, est la meilleure, c'est une politique modulée dans le temps. Dans l'avenir, il sera très intéressant de produire l'énergie domestique à travers les sources renouvelables disposées en Haïti, soit à dire la transformation la production du charbon avec la biomasse, et peut-être même avec la vraie industrie forestière. Absolument. Mais pour mettre en place ces deux filières et tout l'écosystème qu'il va de conséquences, on a besoin des années ou des dizaines d'années. Ce sont des politiques que, d'après moi, il faut mettre en branle immédiatement, mais en attendant qu'ils puissent produire les résultats, on a besoin d'une substitution massive, immédiate, au moins dans les zones urbaines. D'accord. Mais en fait, si on fait un petit calcul rapidement sur ce que tu as dit avant, sur l'augmentation du prix de la marmite en fait de charbon de bois, quel serait le seuil qui permettrait de dire, écoutez, donc à partir de là, au niveau simplement économique, il vous convient d'utiliser le propane, il vous convient d'utiliser le GPL, soit de façon en fait collective, soit même de façon individuelle. C'est-à-dire, nous avons aussi ici à donner des conseils à nos auditeurs, à nos auditrices, pour leur dire, écoutez, donc faites à manger chez vous, si vous avez les moyens, au lieu d'acheter un sac de charbon de bois, utilisez de préférence en fait du gaz, une bonbonne en fait de gaz. Ça vous donne tel type de rendement, même si au niveau culinaire, au niveau gastronomique, au niveau de culture alimentaire, vous croyez que ça n'a pas le même goût, mais ça vous rapporte tel type d'avantage. D'accord? Donc, je crois qu'il faudrait qu'on essaye de préciser le seuil économique, le seuil de rentabilité pour l'individu, d'un côté, et pour la société après. Parce que là, si on parle de politique, on veut trouver une solution globale, on veut trouver une solution collective. Parlons à l'individu, à la personne qui utilise en fait le charbon en fait en vrac dans le marché, qui achète pour faire à manger, à cuire le jour même, ou bien la personne qui peut en fait avoir de l'argent pour acheter un demi-sac ou un sac de charbon. Allons voir, toutes ces études économiques et culturelles ont été déjà faites par des institutions internationales, en particulier avec le programme Improved Cook Stove de la USAID,
qu'ils nous ont montré tous les facteurs culturels, économiques et de l'utilisation du charbon et de l'utilisation du JPL. La parité économique a été déjà dépassée depuis plusieurs années. C'est incroyable à les voir, mais la solution GPL est beaucoup plus économique que le charbon du bois. Et pour l'individu et pour la société. Et pour l'individu et pour la société. Donc, permets-moi de le dire en créole, ça veut dire si on moun la Kaili, que ce soit pour le faire manger chaque jour, que ce soit en fait au niveau, même pour payer, ça veut dire que moun la plutôt l'utiliser gaz au lieu de l'utiliser charbon. Et c'est démontré. Le problème qu'il y a des barrières à la conversion entre une méthode de cuisson et l'autre méthode de cuisson qu'on doit maintenant analyser. Ok, donc Paolo, on va s'arrêter, on va prendre une petite pause et on recommence tout de suite. Bon, de retour, nous voilà à nouveau. On parle du charbon de bois, disons de la filière du bois en Haïti et surtout de la possibilité d'utilisation collective dans notre pays du GPL pour les besoins de cuisson. Paolo. Qu'est-ce que sont les problèmes et qu'est-ce que sont les avantages? Les études ont démontré qu'une famille qui utilise 2 marmites par jour, une famille de 5 à 6 personnes, pour faire la nourriture, pour cuire la nourriture, s'il transforme la cuisson du charbon au GPL, il peut économiser $9 américains par mois. Wow. Au niveau d'un prix de 25 gourdes la marmite et du prix actuel du propane. Donc, je reprends. Donc, une famille qui a fait manger la Cali. Je vais reprendre un créole, tu me permets. Je sais que tu comprends parfaitement le créole. Donc, je dois préciser pour les auditeurs et les auditrices que nous avons comme invité à Focus Énergie aujourd'hui l'ingénieur Paolo Kilosi, donc, qui travaille sur la mise en place d'une politique énergétique, d'une politique, en fait, de la politique du GPL, de la substitution du charbon de bois par le GPL en Haïti. Donc, on était en fait à l'exemple d'une famille utilisant 2 marmites de charbon, qui a utilisé 2 marmites de charbon par jour pour le faire manger pendant un mois. S'il t'a suspend d'utiliser charbon, l'y passer à propane, l'y a économisé sous mois $9 américains. Donc, j'ai voulu reprendre cette petite partie, Paolo, et s'il te plaît, continue. OK. Et ça va augmenter. L'épargne l'avantage économique va augmenter parce que la marmite n'est plus à 25 gourdes. Je pense qu'il est stabilisé sur les 30 gourdes et, comme on a vu, il a la tendance à augmenter. Mais qu'est-ce que sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas, une famille normale du peuple, a difficulté à passer au propane?
On va laisser à côté toute la question culturelle, des habitudes, qui est quand même très important. Allons voir les raisons économiques. Premièrement, il y a un problème de cash flow, et de caisse d'argent. De liquidité. Liquidité. Des marmites de charbon, on peut les acheter jour par jour. Les propanes, on ne peut pas l'acheter En vrac. en vrac. Il faut l'acheter en vrac. Il faut remplir la bonbonne ou mettre quand même un minimum de gallons dans la bonbonne. Alors, ce problème de liquidité, c'est un empêchement à l'utilisation du GPL. Mais une barrière encore plus importante, c'est le coût de passer du réchaud normal, les réchauds traditionnels, les réchauds potagers au GPL, parce qu'on a un investissement à faire de entre 60 et 65 dollars américains. Ouais. Alors, qu'est-ce que sont les politiques qui peuvent nous aider à casser cette barrière économique? Et c'est là tout l'enjeu. Il faut trouver une façon de financer les kits, c'est ça que j'appelle les kits populaires, ça veut dire le minimum d'équipements qu'on a besoin pour passer de l'une à l'autre. Et il faut faciliter l'approvisionnement du GPL avec des petits paiements. Seulement si on va résoudre ces deux problèmes, on pourra avoir en place une politique favorable à la conversion. Donc, il faut d'abord envisager, d'un côté, l'accès, en fait, à l'instrument, au réchaud, d'accord, au foyer, n'est-ce pas? Et deuxièmement, renforcer la capacité d'achat ou d'approvisionnement. Oui. Donc, d'un côté, l'accès aux biens qu'on va utiliser, et deuxièmement, faciliter que la personne ou l'utilisateur puisse s'approvisionner de façon régulière, sans atomiser, permettez-moi le mot, sans atomiser, n'est-ce pas, son approvisionnement. C'est bien ça? C'est correct. OK. C'est correct. Et qu'est-ce que vous avez envisagé comme solution? Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Bon, on a proposé 3 ou 4 solutions différentes qui sont en phase d'étude. Et premièrement, il y a une solution technique. Et pour ça qu'on appelle les kits populaires, les kits normaux, on n'a pas besoin de diminuer la dimension de la bouteille. La bonbonne qu'on utilise maintenant, et plus facilement, c'est la bonbonne de 25 livres. La bonbonne de 25 livres, il est trop grand pour la capacité de liquidité de la personne normale. On a pensé d'introduire, et plusieurs compagnies l'ont déjà introduit, des bonbonnes de 12 livres. Un bonbon de 12 livres représente, quand on va la remplir, l'équivalent de 3 jours d'utilisation. Ça veut dire que si la personne allait acheter les charbons chaque jour des marmites, maintenant, Ce sont 6 marmites. Les 6 marmites, il va les acheter 2 fois par semaine. Ça est quand même une pression sur la liquidité, mais ce n'est pas comme la bonbonne de 25 livres qui représente une semaine entière d'approvisionnement en charbon. Parce que si la personne avait tellement de cash, il achetait un sac de charbon avec une économie importante plutôt qu'acheter marmite par marmite. Absolument. Okay. La première solution, comme on a dit, c'est diminuer la dimension de la bonbonne. De bonbonne, OK.
Et on a retenu que la dimension de 12 livres, c'est la dimension idéale dans les marchés en ce moment. Une petite seconde. Vous avez réfléchi en fait la capacité en fait d'absorption en fait du marché haïtien et la possibilité de fabrication de ces bonbonnes ou comment dirais-je le transfert ou la possibilité que si en fait les bonbonnes sont fabriquées à l'étranger, quelles sont les options, quelles sont les garanties, les mesures de sécurité qu'on envisage sur chacun de ces récipients, de ces types de récipients. Est-ce que ça a été pris en compte aussi dans le cadre de cette réforme? Dans le cadre de la politique qu'on est en train de mettre en place ou de proposer, il y a tout un volet aussi sur la sécurité. Mais ça, c'est un volet tellement important que je ne pense pas qu'on peut les couvrir aujourd'hui. Peut-être qu'on va les couvrir dans une autre... Oui, c'est sûr. On va devoir t'inviter à plusieurs reprises. Mais il y a quelque chose... en fait, il y a plusieurs éléments on va revenir sur ces éléments. Il y a la notion d'écosystème que je tiens absolument à préciser, en fait, pour les auditeurs et les auditrices, parce que je crois fondamental. Mais deuxièmement, tu as utilisé à 2 reprises le mot politique. Donc, on va parler de politique énergétique, de politique, disons, sectorielle, intéressant simplement le sous-secteur de produits pétroliers, ou précise-moi un petit peu, parce que je me suis un petit peu perdu là dans l'utilisation. Tu sais que avec les mots, j'aime délimiter les contours des mots, des concepts, des notions utilisées. Donc, la politique dont on a parlé, de quelle politique parle-t-on? Parce que là, puisqu'on va entrer après dans le concept d'écosystème, et l'écosystème va reprendre toute la typologie d'acteurs à intervenir. Et dans les acteurs qui vont intervenir, il y a le privé, il y a le public, il y a le secteur universitaire, il y a la citoyenneté en général, il y a la société en général. Donc, précise pour moi, s'il te plaît, en fait, quand le mot politique a été utilisé, de quoi parle-t-on? On ne parle pas des politiques des partis et des élections, etc. On parle d'une politique industrielle. Politique industrielle. D'accord. C'est pas politique énergétique non plus. Industrielle, la politique énergétique, c'est une politique industrielle. Dans quel cadre parle-t-on là de la politique? Allons parler du bas en haut plutôt que de haut en bas. Vas-y. Premièrement, il est clair qu'est-ce que c'est une filière. Absolument. La filière est composée de toutes les activités de l'approvisionnement. De toute la chaîne. De toute la chaîne d'activités pour donner un produit, un service ou un service à la population. Okay? Par exemple, dans les charbons, il y a la coupe du bois, la carbonisation, le ramassage, le transport, la distribution jusqu'à la marchande qui est dans la rue à vendre des charbons. Ça, c'est pour la sous-filière bois-énergie. La sous-filière JPL, il y a les producteurs, absolument, qui n'est pas en Haïti, c'est une grosse compagnie là-bas. Les bateaux qui vont apporter acheminer les produits, le stockage et la distribution qui peut être faite par microcentre le ou contrôle, bien... la régulation. Non, pas encore. Ça, c'est la filière. Maintenant, quand on va parler d'écosystème, on doit mettre là-dedans les institutions de l'État qui s'occupent de réglementer les secteurs, les lois, les normes et qui est-ce qui va donner les autorisations et comment sanctionner les personnes qui ne répondent pas aux normes. Donc là, on introduit une vingtaine d'institutions comprenant tout type de ministères, d'organismes autonomes sous tutelle et différents acteurs aussi, c'est-à-dire du secteur privé. Et on introduit là on rentre dans le cadre de l'écosystème, là on rentre dans les interrelations qui vont devoir exister entre tous ces acteurs. C'est ça la complexité du problème. C'est très complexe. La complexité, pourquoi les réformes n'ont pas, des fois, ils sont très bonnes, bien faites,
bien pensées, mais on n'a pas pris le soin de réorganiser les institutions de l'État pour les mettre en place. Parce que dans la filière du charbon du bois, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'institutions, de beaucoup de réglementations. Mais quand on parle de la filière du JPL et des produits pétroliers, il y a quand même des dangers intrinsiques. Absolument. Qui heureusement sont très rares, mais quand même, il y a des normes de sécurité à respecter. Et pour les faire respecter, premièrement, il faut les définir. Qu'est-ce que sont les normes? Qu'est-ce que sont les équipements qui sont autorisés ou ne sont pas autorisés? Il faut la normalisation. Qui est qui donne les autorisations à différents acteurs d'opérer dans les systèmes? C'est un petit peu les régulateurs. Allons faire un petit exercice rapide de voir, en fait, d'analyser le secteur du GPL et de voir comment serait l'écosystème, en fait, du GPL dans ce cas. C'est-à-dire, on va faire ce petit exercice pour voir si on a compris plus ou moins ce qu'est un écosystème et, deuxièmement, comment pourrait être un écosystème, dans le cas du GPL, fonctionnant de façon adéquate. Par exemple, le porteur, en fait, de cette réforme, qui est, dans ce cas, le MCI, le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui va élaborer, en fait, qui est en train de faire la proposition, en fait, de cette, pas de la norme, en fait, de ce projet, n'est-ce pas? Il y a toute une série, maintenant, de ministères qui interviennent. Il y a le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Absolument. Ce ministère des Travaux publics qui sous-tend maintenant toute une série d'organismes autonomes sous tutelle. On a le ministère de la Justice, obligatoirement. Si on a le ministère de la Justice, on a d'autres institutions qui dépendent du ministère de la Justice qui vont devoir intervenir dans le cas de la sécurisation, en fait, des installations ou de l'autorisation à l'installation, à des installations. Il y a les collectivités territoriales qui interviennent. Il y a aussi le ministère de la Planification. Il y a le ministère de l'Environnement. Il y a le ministère de l'Économie et des Finances. Il y a, en fait, des ministères délégués aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a au niveau d'acteurs même académiques, il y a les universités pour la formation. Il faut former du personnel. Les écoles techniques. Écoles techniques de formation professionnelle. Il y a la formation professionnelle. Il y a l'éducation nationale dans ce cas et la formation professionnelle. Quoi d'autre comme acteur? Il y a aussi, et dans le cas d'Haïti surtout très prégnante, il y a la présence des institutions multilatérales et des institutions de coopération, des agences de coopération. On a aussi besoin de financement. On a aussi, sûrement, on aura à faire appel à des agences de financement, à des institutions de financement, des institutions internationales. Donc, si on essaie de mettre tout ça dans un système et créer cet écosystème avec la capacité de création de vie nouvelle, c'est-à-dire de vie nouvelle, je veux dire en fait les normes qui vont être élaborées, l'application de ces normes et tout ça, nous avons réellement une complexité énorme. Et s'il n'y a pas une bonne volonté et surtout une bonne compréhension de la part des décideurs, parce qu'il y a peut-être des lois à élaborer, même si on peut dire au début on n'en a pas besoin, mais il y a quand même une partie d'intervention il faut légiférer sur les normes que l'on va établir. Donc, je vois d'une telle complexité, je me demande si réellement, réponds-moi sincèrement, la main sur le cœur, comme on dirait, le vois-tu possible rapidement, ce cadrage, ou vois-tu possible réellement rapidement cette transformation vers le GPL, Paolo? La transformation dans les GPL, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'il est en train de se réaliser jour par jour. Les informations que j'ai, que le marché a une croissance de 15% par année. Alors, ce n'est pas une question
la transformation au GPL. La question est, est-ce qu'on va faire la transformation au GPL d'une façon rationnelle, sécuritaire et avec l'avantage de tout le monde, ou bien on laisse à se faire d'une façon désordonnée, sauvage, disons sauvage. C'est ça la question. La possibilité, je pense qu'il y a. Je suis optimiste qu'avec une bonne communication et avec un mandat précis de plus haute instance du gouvernement, de dire que ça c'est un problème à résoudre, et avec un mandat comme ça, toutes les institutions qu'on connaît, que tu connais, que nous connaissons, ils ont la bonne volonté de se mettre ensemble pour solutionner les problèmes. Au fond, qu'est-ce qu'on a besoin? On aura un ministère de tutelle, on aura un régulateur, que c'est une commission, ce n'est pas une autre institution. On aura une entité en charge de la normalisation, et ça, il existe déjà dedans un ministère. Le commerce, oui. Il y aura une institution en charge de l'inspection et du contrôle, et la partie plus naturelle, c'est le corps des pompiers. Et on aura des facilités de financement qui pourraient venir du ministère des Finances ou bien des institutions internationales. On a tout en place pour mettre ensemble l'écosystème pour, pas seulement pour solutionner le système du GPL, mais l'encadrer dans les problèmes de l'énergie en général. Excellent. Donc, tu es optimiste, c'est bien. Il faut absolument qu'on le soit, en fait, dans notre cher petit pays. Si on n'est pas optimiste, donc on ne fait absolument rien et on s'inhibe en réalité. Donc, quel est actuel de ce travail? À quel point on en est maintenant? Après, on va revenir. On fait de bas en haut. Hein. Donc, si au lieu de dire à quel point on en est, on va laisser ça un petit peu pour plus tard. Parlons de l'écosystème. Mais pour parler de l'écosystème, tu vas peut-être supporter, Paolo, que j'explicite un petit peu la notion de système d'abord. C'est-à-dire, j'ai un certain problème à chaque fois que je réfléchis sur la situation énergétique en Haïti. Je me rends compte que on se croit être complètement isolé du reste de la planète. On fonctionne, je ne vais pas dire en vase clos parce que ça peut ressembler un petit peu à de la à un petit peu de pédanterie de ma part, mais on fait comme si les problèmes énergétiques d'Haïti ne concernaient qu'Haïti. Par exemple, dans le cas du GPL, il y a une expérience que la République dominicaine a vécue ces 20 ou ces 30 dernières années. Es-tu au courant, Paolo, plus ou moins de ce qui a été fait et comment ils ont développé eux-mêmes l'écosystème lié à la transformation au passage vers le GPL? Parce que, comme on a défini avant, on a parlé des différents acteurs qui font partie de cet écosystème que tu as bien défini. On parle de différents ministères qui, peut-être, ont même du mal à se retrouver sur un même dossier. Posons, par exemple, le ministère des... Bon, je ne vais pas dire travaux publics et ministère de l'environnement, parce que donc on peut voir clairement qu'ils peuvent harmoniser certaines actions. Mais prenons le cas du ministère de la Justice et le ministère de l'Environnement. Sauront-ils ces deux ministères voir ensemble que sur un même problème, ils peuvent agir et trouver la meilleure solution pour changer le comportement du citoyen? Il y a une notion que je vais l'introduire là maintenant. Est-ce qu'on se rend tous compte qu'il faut absolument créer en Haïti une
citoyennisation énergétique de l'Haïtien. Ça veut dire faire en sorte qu'il se rende compte que l'énergie pour lui est fondamentale à son fonctionnement au quotidien, mais qu'en plus, il faut que ce qu'il puise, ce qu'il utilise, ne soit pas utilisé en détriment de ce dont a besoin celui qui est à côté de lui. J'imagine que quand tu as parlé en fait de communication, tu voulais le dire un petit peu en ce sens, il faut que l'on ait quand même une pédagogie qui fasse comprendre l'état actuel en fait du pays au niveau déboisement, au niveau abus d'utilisation dans le cas en fait du bois, et qu'il faut absolument que tous on serre les coudes, on se mette ensemble pour faciliter que la société haïtienne soit énergétiquement plus saine. Et le cas du GPL, le cadre du GPL, justement, va en ce sens. Cela veut dire que je regrette que tu aies que sur le dos cette difficulté, cette lourde tâche pour le faire comprendre. Mais crois-moi, sincèrement, Paolo, aussi bien cette émission Focus Énergie, qui est là pour ça, pour sensibiliser en fait sur l'énergie, sur Radio Métropole qui est prêt à accompagner, parce que j'imagine que c'est pour ça qu'on m'a facilité en fait cet espace, n'est-ce pas, d'action, de synergie entre les différents acteurs pour faire en sorte que le système aille mieux, pour faire en sorte que l'écosystème, si tu veux, ou les différents écosystèmes qui se créent à l'intérieur de ce secteur énergie fonctionnent de façon harmonieuse. Je crois que je t'ai enlevé la parole, je ne t'ai pas laissé parler. Tu allais dire quelque chose, Paolo. Je parle beaucoup, donc je te laisse, s'il te plaît. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Bon, on est en train de planer sur les problèmes, et je suis d'accord avec toi. Et, bon, la première éducation à faire dans l'énergie, comme toutes les autres choses, c'est l'économie. La plus grande production qu'on peut faire, c'est d'économiser. Et tu vois, allons faire un exemple très simple. Et pour l'illumination, on utilisait la chandelle. Après, on est passé à la lampe en pétrole. Et après, on est passé à l'ampoule à incandescence. Après, on est passé au tube néon. Après, on est passé au Energy Saver. Et maintenant, on va passer au LED. Si toutes les planètes utilisaient le LED pour l'illumination, on économiserait 30-40% de l'énergie du monde. Alors ça, c'est un exemple un petit peu global, mais même en Haïti, il faut penser qu'en économisant l'énergie, c'est la meilleure façon de répondre aux problèmes plutôt que la générer. Absolument. Ça, c'est le plus grand principe. Et c'est la même chose qu'on a dit sur la filière du charbon. Si on peut cuire pois et riz avec moins d'utilisation du bois, on va économiser et on va résoudre le problème. Ça, c'est de la philosophie. Ça sont les résultats à long terme. Maintenant, nous sommes face dans le quotidien pour arriver à demain. Pour arriver à l'avenir, il faut passer par demain. Pour passer demain, il faut manger demain. Et c'est ça le problème que nous avons à résoudre maintenant. Merci, Paolo. Et tu viens donc à chaque fois que tu parles, donc tu introduis des éléments qui m'obligent à intervenir et à répondre. Tu as fait l'historique de l'éclairage, en passant en fait de la bougie en fait au LED de dernière génération, et tu as parlé de l'ampoule à incandescence. Et ça me fait réfléchir sur l'un de nos grands problèmes, c'est que je ne sais pas en fait si on est au courant en Haïti que quasiment à travers le monde,
les ampoules à incandescence sont de plus de 65 watts déjà, quasiment de plus de 40 watts sont interdites de fabrication. On n'en produit plus à travers le monde. Donc, s'il n'y a pas de production d'ampoules à incandescence, parce que ce sont des ampoules, le mot correct, ce sont des ampoules énergivores, on peut dire des ampoules bouffeuses d'énergie. On pourrait même dire parfois que si on prend une ampoule de 100 watts, donc on peut même l'utiliser pour pour faire une omelette, par exemple. Donc, le pourcentage plus élevé de l'énergie est utilisé pour dissiper de la chaleur au lieu d'éclairer. Mais on s'est habitué. Donc, le problème, en fait, que je voulais poser, parce que Focus Énergie est là aussi pour ça, c'est que l'ampoule à incandescence qui bouffe autant d'énergie n'est plus fabriquée à travers le monde. Donc, notre émission de la semaine prochaine, je voudrais peut-être utiliser cette dernière partie, cette dernière phrase de l'interdiction de fabrication, de la consommation inefficiente pour une nouvelle émission de Focus Énergie. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir eu la patience de suivre cette nouvelle émission de Focus Énergie. Nous vous attendons, comme d'habitude, à la 8e pour une nouvelle émission. Merci. Nous sommes écoutés Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sur Focus Énergie, en pile spécialiste a discuté sur solutions que capoter sur problème énergétique pays. Public là tout doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi.